Bonjour à tous, bienvenue sur cette petite vidéo un peu improvisée des vacances. Alors, je suis tombé sur un petit sujet, sur un groupe Facebook, de quelqu'un qui se posait la question, qui hésitait, qui voulait acheter une caméra et qui hésitait entre une FX3 et une Blackmagic 6K Pro. Et du coup, ça m'a, voilà, tout le monde donnait un peu son avis et du coup, ça m'a donné un peu une réflexion de me dire, tiens, si là maintenant aujourd'hui je devais m'acheter une caméra qui me permettrait justement de pouvoir faire des vidéos de façon seule, c'est-à-dire pas forcément entouré d'assistants caméra, de tout le merdier, quelque chose de léger, quelque chose qui tient dans un sac à dos avec des petites batteries, avec des petits objectifs, avec des, enfin vous voyez, quelque chose qui habituellement quand je tourne en raid ou en Alexa, qui me prend tout mon coffre et mes sièges arrière en caisse, et c'est pas des conneries. Quand je sors mon Harry ou quand je sors une Red Dragon, qu'importe, les accessoires sont les mêmes, ça me prend tout le coffre et tous les sièges arrière. Et j'ai une Peugeot 407, hein, j'ai pas une 4L. Bah là, j'aimerais la même chose, mais en version sac à dos, vous voyez, avec un genre monopode ou un petit tripode facile, quoi. Un petit chargeur de batterie avec des petites batteries légères, etc. Et donc du coup, ça m'a fait poser cette réflexion et même pendant les vacances, je réfléchis à ce genre de truc. Et évidemment, on va mettre la Blackmagiphobie de côté, rien à foutre, hein, c'est pas la question, hein, je suis pas là pour... En fait, je me pose la question de savoir quelle serait la meilleure caméra. Et pour avoir utilisé un peu ces caméras, la FX3, la Blackmagic, oui, parce que j'ai utilisé la Blackmagic, ça m'arrive, dans des façons, on va dire, soit scolaires, soit dans des formations, où j'inclus justement dans mes formations, quand je faisais mes formations sur le log, la Blackmagic 6K Pro. Du coup, je me pose des questions et je me dis que finalement, alors je ne choisirais pas la Blackmagic, autant vous dire, mais ça vous le savez déjà, parce que je vous explique en quelques arguments pourquoi je ne choisirais pas la Blackmagic 6K. C'est parce que j'aime pas l'ergonomie. J'aime pas cette caméra qui, quand je le prends, j'ai l'impression d'avoir un morceau de plastique, quelque chose de creux, de fragile, qui est certainement très sensible à l'humidité, qui n'est pas, comment vous dites, tropicalisé, c'est ça? Voilà. Je trouve ça dommage. Il y a quelques points dommages, c'est que finalement, quand on part sur ce genre de caméra légère, c'est qu'on a envie d'avoir de l'autofocus. Bah oui, parce qu'il n'y a pas d'assistant caméra, donc Blackmagic, visiblement, c'est pas top ça pour l'autofocus. Et puis, je suis pas très un grand adepte de son espace colorimétrique. Je trouve que le Bro a été une très bonne invention, c'est très bien, ça permet un peu de sensibiliser aux jeunes utilisateurs l'utilisation du RAW. Mais pour moi, c'est pas une priorité absolue. Et puis après, vous avez les batteries qui durent vraiment pas longtemps, de de ce que j'ai pu voir. C'est assez, voilà, c'est assez déroutant parce que voilà, ça tient pas énormément l'autonomie. On peut pas le mettre sur un, j'ai cru comprendre, j'ai pas essayé, mais j'ai entendu dire qu'on ne pouvait pas le mettre sur un Ronin, un petit Ronin genre portable. Et aussi un autre truc aussi qui me désengage de cette caméra. Ah oui, c'est son ISO natif, qui pour moi est un véritable piège puisque on est obligé de subir cet ISO natif de façon automatique. Et donc du coup, ça vous met parfois en porte-à-faux dans le sens où vous travaillez parfois des sensibilités qui ne sont pas adaptées à ce qu'on filme. Et quand je dis à ce qu'on filme, qu'est-ce que j'entends là? C'est que j'entends par l'écart de contraste. Vous savez que la façon comme on utilise les ISO, ça je l'ai énormément rappelé sur la chaîne, la façon comme on utilise les ISO permet un peu de répartir différemment la dynamique. Alors, comme beaucoup, j'ai eu l'impression que ça modifiait la dynamique, mais d'après les papiers, les white papers de ces caméras, ça ne change pas la dynamique, ça change la répartition de la dynamique. C'est-à-dire que la répartition, c'est en gros le 18%. Normalement, vous avez une répartition qui est à peu près égale de part et d'autre du 18%. Je rappelle que 18%, c'est le gris moyen. Donc, il vaut mieux avoir une répartition un peu égale de part et d'autre. Et lorsqu'on modifie la sensibilité, cette répartition se modifie.
Ça veut dire que vous allez peut-être avoir plus dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Et donc, elle se modifie et la modification de la répartition dépend un peu de ce que vous filmez. C'est-à-dire que si vous filmez majoritairement quelque chose de sombre, vaut mieux avoir une répartition avantageuse dans les basses lumières que dans les hautes lumières, donc en dessous du 18%. C'est normal parce que vous filmez des choses sombres. Et inversement, si vous filmez des choses qui sont relativement très éclairées, comme par exemple des extérieurs, vaut mieux répartir la répartition de la dynamique dans l'autre sens. Et ça, je l'ai vu, je l'ai mesuré plein de fois, à chaque fois sur des tournages, que parfois, je l'avais fait une vidéo là-dessus, que parfois j'utilisais des hautes sensibilités en extérieur, avec des écarts de contraste qui sont assez importants, et ça me permet de gagner aussi bien dans du ciel que un peu dans les ombres. Voilà, bon, et donc du coup, je reviens un peu sur l'histoire de la Blackmagic. Du coup, cette répartition, elle est un peu, enfin, pas la répartition, mais la sensibilité, l'utilisation de la sensibilité est un peu automatique, ça veut dire que le passage d'un capteur A à un capteur B se fait de façon automatique, dans le sens où quand on modifie les ISO, hop, il change de capteur, enfin entre guillemets, hein, de capteur, mais on sait comment ça fonctionne le dual ISO, mais ça change de dual ISO de façon autonome. Et donc, du coup, vous pouvez vous retrouver, par exemple, dans un cas, alors je ne me rappelle plus à quel moment est le dual ISO, je ne sais plus si c'est dans les 1000, 1500 ou je ne sais plus en Blackmagic, mais vous pouvez vous retrouver en fait dans, dans les ISO bas du capteur B, et du coup, vous avez une mauvaise répartition de la dynamique. Et ça, je l'ai vu pour ceux qui ont fait la formation log avec moi, on a pu le mesurer tous ensemble. Bref, ça, c'est un truc qui est vraiment un peu pénible. Bon, bref, en gros, cette vidéo s'éparpille évidemment comme d'habitude, mais finalement, moi, je m'intéresserais plus à une FX3. La FX3, je trouve qu'elle est une caméra qui ressemble pas à un hybride. Déjà, ça me fait plaisir. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression d'avoir un Sony A7S3, même si beaucoup disent que c'est un peu la même chose. J'ai l'impression d'avoir un corps caméra. Et bien évidemment, moi, l'idée, c'est pas de l'accessoiriser avec plein d'accessoires, parce que ça m'intéresse pas. Puisque si je vais dans cette histoire de caméra légère, c'est pour ne pas me faire chier avec les accessoires. Donc du coup, c'est utiliser les optiques Sony de base et utiliser une petite cage simple pour avoir des pas Congrès et des pas Kodak. Voilà, tout simplement. Après, ce que je reproche en fait dans le monde des hybrides, c'est que finalement, on est obligé de travailler principalement avec les objectifs de la même marque. Ça, c'est un gros problème. Voyez-vous, si je tourne avec une caméra Arri ou une caméra Red, à partir du moment où tous les optiques sont PL, je peux mettre n'importe quelle marque d'optique dessus. Or, ce que je reproche, mais bon, c'est à la fois compréhensible de la part des constructeurs, mais à la fois compliqué de la part des utilisateurs, c'est que si vous travaillez avec du Canon, vous êtes obligé de mettre des optiques Canon. Nikon, vous êtes obligé de mettre du Nikon, etc., etc. Ce qui fait que bah, ça vous enferme dans une marque. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a les métabones, etc. Oui, mais dès lors qu'on met les métabones, on est pour moi dans de la bidouille, puisque d'un seul coup, on perd l'autofocus, on perd plein de choses. Donc, on est obligé de se cantonner et de s'enfermer dans une marque et d'être obligé d'évoluer dans la même marque. Ça veut dire que quand vous avez investi, je sais pas moi, 15-20 000 euros d'optique, vous n'allez pas changer de marque. Vous voyez, vous allez prendre le modèle au-dessus. Donc ça m'emmerde profondément. Vous voyez, c'est un peu dommage de s'enfermer là-dessus. Mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux types de caméras. Il y a plusieurs caméras qui m'intéresseraient aujourd'hui. Ce serait effectivement la FX3 que je trouve avec des avantages très intéressants. Tant sur son espace colorimétrique. Vous savez, j'ai fait une vidéo où j'ai comparé de façon assez grossière une FX3 avec une Venice 2. Et je pense que vous avez encore les rushs que vous pouvez télécharger et vous amuser à trifouiller sur DaVinci. Vous allez voir que la différence en termes d'image, de codec, est assez maigre. Vous voyez, on peut faire des choses extraordinaires avec la FX3. Quoi. On a une très bonne dynamique, on a un espace colorimétrique super intéressant de ce que j'ai pu voir. Trifouiller ces images, je trouve que les images sont extraordinaires. Il faut savoir qu'il y a 15-20 ans, alors certes, je remonte très loin, mais c'est quand même à l'époque où j'étais chef-op, où je commençais à être chef-op. Ce genre d'image, on ne l'avait pas, même sur les caméras les plus chères, quoi. On ne l'avait pas. Donc, c'est quelque chose c'est une caméra qui a pas mal d'avantages. L'autofocus, même si j'ai expliqué que ça présentait des défauts, je trouve qu'il est très bon, etc. Je pense que
ce que je ferais, c'est que j'achèterais pas forcément la FX3, mais j'attendrais la prochaine, la prochaine version de cette caméra qui, pour moi, serait très intéressant. De plus, on a mis du 422 10 bits interne dans ces caméras-là. Voilà. Moi, en gros, moi, il y a deux caméras qui m'intéressent aujourd'hui. C'est la FX3 et c'est le GH6. Le GH6 qui, pour moi, est une caméra très intéressante puisque, en fait, elles ont un point commun, ces deux caméras, c'est que ce sont des caméras qui ont été conçues pour faire de la vidéo, principalement. C'est-à-dire genre 80% de vidéo, 20% de photos, et pas 50-50, voyez. Donc, je suis intéressé par ce genre de caméra où on a mis beaucoup plus d'atouts dans la vidéo que dans la photo. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la photo, mais bon, voilà, c'est pas fait pour. Donc, j'aime beaucoup mon GH5S et le GH6, je le trouve très intéressant. De plus, j'ai vu passer dans les informations que on va pouvoir, avec un enregistreur externe de chez Blackmagic, pouvoir enregistrer du BRAW. Donc, moi, je suis pas fan des enregistreurs externes, mais pour ceux qui ont envie absolument de faire l'enregistrement externe, je trouve que c'est un bon compromis d'utiliser du BRAW, car je préfère encore qu'on utilise du BRAW, hein, donc du RAW de chez Blackmagic, plutôt que l'Apple ProRes RAW. Vous savez que l'Apple ProRes RAW est un gros problème pour ceux qui, aujourd'hui, travaillent sur DaVinci, qui veulent miser à fond sur l'étalonnage. Donc pour moi, il y a le GH6 qui est très intéressant, puisqu'il produit de l'Apple ProRes 10 bits en log. Moi, je trouve que voilà, c'est très bien. C'est pour faire des vidéos de mariage, pour faire de l'instit et tout, c'est très bien. Je me poserais même la question de savoir pourquoi utiliser du 422 presque, même si je revendique aisément que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir dans les boîtiers plus tard. Mais pour l'instant, je trouve que le 422 10 bits est très intéressant. Donc que ça soit chez Sony où on n'aura pas forcément de l'Apple ProRes, mais du H264 pour faire ça. Donc forcément, il va falloir avoir un ordinateur assez conséquent pour traiter et pour pouvoir traiter ce codec. Avoir beaucoup plus de ressources, demande beaucoup plus de ressources pour traiter ce codec qu'un codec Apple ProRes qui se lit facilement. Je trouve qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des caméras qui sont très avantageuses pour l'utilisation de ce qu'on en fait et de ce qu'on a envie d'en faire dans l'utilisation des hybrides. Souvent, on me pose la question, oui, tu me conseilles de prendre ça, ça. Bon, je suis pas vendeur d'arty, d'accord, donc ni vendeur Fnac, donc c'est pas à moi de répondre à ces questions, c'est à vous de répondre à cette question parce que ce sont des questions personnelles, c'est pas à moi de vous dicter votre vie. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, on a des très bons outils. Et si je peux vous conseiller, c'est en tout cas de travailler en minimum avec du 422 10 bits interne et éviter l'externe. Parce que c'est toujours source de problèmes, c'est une source de câbles, des HDMI qui sont fragilisés, des questions d'une batterie supplémentaire qu'il faut rajouter pour l'enregistreur. Dès lors qu'on a des batteries supplémentaires, on perd en autonomie dans le sens où, bah, vous voyez, ces batteries, plus on rajoute des batteries externes, plus, et bien forcément, ces batteries ne vont pas s'épuiser en même temps. Donc, à chaque fois, vous allez passer votre temps à changer des batteries, c'est compliqué. Donc, je vous conseille de faire du interne et du 422 10 bits interne, c'est largement suffisant aujourd'hui. Voilà, je vous le conseille. Après, c'est de tourner en log. Alors après, que ce soit du Vlog ou du S-Log 3, je trouve que le Vlog est très beau. Panasonic a eu la particularité de travailler depuis presque aujourd'hui plus de 20 ans avec la première Varicam sur une qualité des couleurs et une qualité des carnations qui est assez extraordinaire, qui est propre à Panasonic et qui est très jolie. Où on a de l'autre côté, on a du Sony avec le S-Log 3 qui est pareil, une caméra qui est très bonne en termes d'espace colorimétrique. On a des outils qui sont vraiment extraordinaires pour ceux et celles qui aiment vraiment travailler l'étalonnage. Travailler un aspect cinématographique à l'étalonnage et de faire quelque chose de beau. Donc voilà, pour moi, s'il y avait deux caméscopes au résumé pour cette vidéo qui durera 15 minutes, pour résumer, je choisirais soit le GH6. J'adore, le micro 4 tiers est un format très intéressant et qui est moins coûteux que le full frame. Ou alors le Sony S-Log 3. Mais je me dis, j'attendrai peut-être une petite année pour voir ce qu'ils vont présenter
dans le modèle supplémentaire. Mais le GH6 c'est quand même très intéressant. Vous prenez comme j'ai moi actuellement deux petits zooms micro 4 tiers qui ouvrent à 2.8 et vous vous achetez une petite série micro 4 tiers qui ouvre avec des ouvertures très intéressantes entre 1, 2, etc. Voilà, et voilà, vous avez des très bonnes caméras. Je suis moins fan des objectifs Sony, qui sont pour moi des objectifs trop parfaits. Parce que sur ce genre de caméscope, enfin caméscope que je dis, sur ce genre de caméra, on a envie d'objectifs un peu vintage. Car ce sont des caméras qui forcément sont très sharp. Ah oui, j'ai oublié. Obligatoire, hein. Pensez à un filtre. Mettez du filtre. Mettez du filtre. Surtout si vous passez sur des focales fixes, comme les Viltrox par exemple, qu'on peut monter sur des micro 4 tiers qui sont ultra piqués. Voilà. Bah voilà, c'était la petite vidéo des vacances, histoire un peu de garder contact entre nous. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances. Sinon, bah, à très vite. À bientôt. Ciao.